Alors, je suis vraiment ravie de cette table ronde. Donc, le colloque s'est ouvert hier avec l'intervention de Fabienne Orsi sur les communs au prisme de l'intérêt général. L'intérêt général, il va être là tout le long du congrès et aussi dans cette table ronde. Alors, je vais présenter les intervenants avant d'introduire très rapidement la thématique parce que ce qui compte, c'est de vous entendre. Alors, donc, je suis ravie d'accueillir Judith Rochefeld, juriste à l'école de droit de la Sorbonne. Elle a écrit de nombreux ouvrages, dont le dernier, je pense, sur les procès climatiques, la justice et le climat, et elle a coordonné le rapport de recherche dans le cadre du groupe de recherche de, je m'en mêle les Mission Droit et Justice, merci Judith, sur l'échelle de communalité et la manière dont le droit peut saisir les biens communs. Un énorme travail dont elle aura probablement l'occasion de mobiliser certains des éléments. Je suis ravie aussi d'accueillir Mathieu Sanchez, qui est un citoyen de la Convention climat. C'est de cette manière qui souhaite être présenté, et c'est à ce titre qu'il est là dans la table ronde. Peut-être je me trompe, et vous me corrigerez Mathieu, mais vous êtes cofondateur de l'association Les 150 avec Grégoire. Vous pourrez nous en parler. Donc Grégoire Frati qui s'excuse, qui est souffrant, donc comme je disais à Mathieu, 2 citoyens valent mieux qu'un, puisque grâce à ça, on a la représentation de la Convention. Et l'association Les 150 qui avait pour mission de continuer à faire vivre les propositions de la Convention et notamment sur les territoires. Voilà. Là aussi, vous aurez l'occasion de nous en parler. Benjamin Coria, professeur émérite à l'université Sorbonne Paris-Nord, qui a écrit de nombreux ouvrages et notamment, mais pas que, sur les communs, avec le retour des communs qui a ouvert à USPN, l'université Sorbonne Paris-Nord et au CEPN, un champ de recherche. On le remercie. On s'est tous mis dans ces traces-là et on continue avec lui à le poursuivre. Donc, de nombreux ouvrages, dont le dernier centré sur le climat, le bien commun, le climat et le marché. Et Giuseppe Micciarelli, dont je suis ravie aussi de sa présence, qui travaille à l'université de Salerne, en Italie, dont les travaux se situent dans le champ de la philosophie politique, de la sociologie du droit, qui a été lauréat du prix Elinor Ostrom pour ses travaux, et qui travaille donc bien sûr sur les communs, la démocratie participative, et il nous parlera de ses travaux tout récents et de ce qu'il veut mettre en valeur aujourd'hui pour vous. Étant donné que Giuseppe ne parle pas bien français, on a décidé, alors bien sûr, excuse-moi Anna-Sophia, il y a Anna-Sophia Acosta Alvarado qui est avec nous, qui est aussi membre du comité d'organisation du RIOD, et avec Evan Bertin, Laura Aufrère, je ne cesserai de les remercier parce que sans eux, on ne serait pas là, et qui s'assurera la traduction. Voilà, et qui travaille également sur les communs et les communs urbains. Alors, quand on mobilise l'approche des communs pour penser les transitions, immédiatement, ça place la focale sur les ressources de grande dimension, sur les gros communs ou les grands communs, c'est-à-dire les océans, les mers, le climat, et des grands communs ouverts à tous. Donc, de fait, ça nous oblige à nous intéresser à des problématiques un peu différentes de celles qui sont mobilisées dans les communs traditionnels, telles que la gouvernance a été conceptualisée par Ostrom. Donc, c'était là-dessus qu'il nous semblait important de vous entendre, et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment, depuis vos actions, depuis vos travaux, se pose cette question de l'échelle des communs, et cette question de l'échelle des communs pose immédiatement avec elle la question de la gouvernance de ce qu'on appelle les grands communs. Donc Benjamin Coria. Voilà, bon, je vais essayer de respecter
les consignes concernant le micro, parce que voilà, elles sont très précises. Bon, d'abord, merci pour cette invitation. Je suis très content d'être ici et surtout, je me réjouis que ce thème des communs prenne de l'ampleur, voilà, et qu'il soit au centre d'un congrès comme celui de Riod, qui, comme chacun sait, est très important. Bon. Alors, pour répondre directement à ta question, donc la question des communs et de l'échelle des communs, puisque la grande question, c'est l'échelle des communs. Alors, plusieurs choses. Puisque je suis le premier à parler, je vais essayer d'en profiter pour caler des choses par rapport à Ostrom, mais en même temps des choses que je partage, bien sûr. Voilà. Donc, c'est ma lecture d'Ostrom, mais je pense que c'est vraiment Ostrom elle-même. Alors, première chose à dire, c'est qu'on a souvent dit, y compris un prix Nobel, que Ostrom ne s'intéressait qu'aux petits communs. C'est absolument scandaleux de dire ça. Le gros des travaux d'Ostrom, notamment au départ, a bien porté sur les petits communs, mais avant même de travailler sur les communs, elle a travaillé sur les questions de l'eau, sur les questions des services publics, et elle a fini avec un ouvrage, un gros article, qui est pratiquement un ouvrage, sur le climat comme commun. Donc, je veux dire, la question des échelles, elle est présente chez Ostrom sans arrêt. Et quand on lit Ostrom, on voit bien que sans arrêt, elle parle de l'échelle des communs comme un problème des communs, parce que effectivement, quand ils sont petits, ça va tout seul. Quand ils sont grands, c'est plus compliqué. Mais elle n'a jamais ignoré ce problème-là. Et on va voir même qu'elle y a apporté une série de réponses. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le petit commun, quand on parle du grand commun, ne doit pas être méprisé, parce que ce qu'on apprend de la gouvernance des petits communs va être extrêmement utile pour les grands communs. Je vais y revenir dans une seconde. Et c'est mon troisième point. Je voudrais montrer la continuité de la pensée sur les communs quand on passe des petits aux grands communs. Ce n'est pas du tout une autre histoire, c'est la même, qui se pose dans des termes un peu différents. Voilà. Alors, ceci étant posé, je viens aux 3 points que je voudrais développer. D'abord, l'échelle des communs, petit commun, moyen commun, grand commun, pour parler vite. Alors, petit commun, tout le monde connaît, je ne vais pas insister, voilà, la pêcherie, machin, etc. Bien, c'est une ressource, un bien, autour duquel est une communauté avec des droits et des obligations, les bundle of rights, sur lesquels Fabienne a insisté hier et plus généralement dans ses travaux, et une gouvernance qui fait respecter les choses. Alors, c'est un modèle général, j'insiste là-dessus. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui est au cœur du petit commun, du commun en général, mais qui commence avec le petit commun, c'est comment on gère en même temps les questions d'accès et de préservation de l'écosystème. Donc, ces deux questions, j'avais envie de le dire hier soir, mais je n'ai pas eu l'occasion, ces deux questions, accès et préservation, ou accès et enrichissement dans certains cas, quand il s'agit du numérique par exemple, traversent tous les communs, depuis le petit commun jusqu'au climat. On va y venir, la question, et jusqu'à la santé, à tout ce que vous voulez. C'est la question centrale des communs, c'est comment on concilie accès et préservation, et éventuellement même, je fais exprès de dire ça pour que les choses soient bien claires, préservation pour les générations futures, tout en précisant l'accès et la qualité de l'accès et la qualité du bien. Donc, cette question, elle est transversale. Donc, le truc consistant à dire « Ah oui, Ostrom s'intéresse aux petits communs, machin et tout », c'est proprement scandaleux. Je veux dire, il y a vraiment une continuité, c'est central, cette question-là. Deuxièmement, si on passe à des communs de plus grande dimension, je vais faire un tout petit détour parce qu'on en a très très peu parlé. Bon, hier, Fabienne, un tout petit peu. C'est ce qu'on appelle les Open Commons. Alors, les Open Commons, c'est beaucoup moins connu. C'est plutôt les contributions de Rose et Benkler. Alors, c'est quoi les Open Commons ? C'est des communs qui ne sont pas gérés par des petites communautés, qui ne sont pas community-based et qui sont gérés par de la réglementation publique. À la limite, enfin, il faudra en parler avec des juristes, mais c'est ce qui est le plus près de la chose commune dans notre droit français à nous. Donc, c'est des choses... Alors, pour Rose et Benkler, c'est les canaux, les voies de circulation, voire même le réseau hertzien lorsqu'il n'a pas été privatisé. J'insiste énormément là-dessus. Voilà. Et donc là, on est déjà dans des communs de grande échelle, et qui concernent des communautés.
je pense que Judith dirait diffuse, en tout cas non précisée, hein, non déterminée. Hein, ça concerne le public le plus large. Mais, et j'insiste énormément sur ce point, Rose et Binclair sont extrêmement clairs, ces communs ne sont communs que pour autant que la réglementation vérifie à ce qu'il n'y ait pas d'asymétrie entre les usagers et qu'ils ne subissent aucune discrimination. Bon, je vais donner un exemple extrêmement concret hein, des open commons. Les trottoirs. Lorsqu'on a eu les mobylettes électriques ont envahi les trottoirs. Et il a fallu de la réglementation pour protéger l'equal access et la qualité de la ressource. Bien. Et maintenant, on en est presque au point où on veut interdire carrément les mobylettes. Donc, je veux dire, voilà, ça c'est un deuxième. Et vous voyez que c'est toujours le même problème. Hein, c'est accès, préservation de la ressource. Après, alors on a la question des grands communs, etc. Alors là, il y a quelque chose à voir entre Rodota et Ostrom. Fabienne a commencé à faire ce rapprochement. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail là-dessus. Hein, et je remercie Fabienne parce qu'elle a ouvert des choses qui sont extrêmement utiles. Bon, alors là, la réponse n'est pas identique. Mais je pense que c'est complémentaire. Rodota dit on peut transformer des choses fondamentales pour le développement de la personne, hein, en gros c'est ça, hein, en commun grâce à de la réglementation d'un côté, et ça évidemment Giuseppe l'expliquera encore mieux que moi, en respectant les usici vici, c'est-à-dire en respectant et en introduisant le droit des citoyens à la gouvernance de ces biens. Hein, ils ne sont communs que s'il y a une participation citoyenne à la gouvernance, ça ne peut pas être que de la réglementation. En ce sens, ils se distinguent des open commons. Bien. Donc ça, Rodota dit ça. Ostrom va d'une certaine manière plus loin ou à côté ou de manière complémentaire. Hein, je ne fais pas de gradation, hein, parce qu'elle parle, elle, de gouvernance polycentrique. Alors on en parlera certainement dans la deuxième partie, mais je veux dire un mot. C'est quoi la gouvernance polycentrique? C'est que quand on a affaire à un problème global, hein, je veux dire, voilà, le climat, les océans, machin, etc. Bien. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, si on pouvait avoir de la réglementation, une COP géniale hein, qui fait une réglementation, une police, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais on ne l'aura jamais. Donc, il faut, à côté de la réglementation, et tout en poussant la réglementation, il faut que les communautés de base, que les communautés citoyennes s'emparent de la question et qu'on organise une gouvernance polycentrique. Alors, la gouvernance polycentrique, c'est une chose un peu compliquée. Je vais le dire très vite, c'est trois choses. C'est plusieurs unités impliquées, y compris d'ailleurs des collectivités territoriales, hein, ou des agences, hein, ou des émanations de l'État. Deuxièmement, c'est très important. Alors, c'est une notion complexe. Overreaching set of law. Il faut que toutes ces communautés opèrent sous un ensemble de réglementations et de lois. En tout cas, sous un objectif commun. Voilà pourquoi, je ne vais pas faire le boulot des autres, bien sûr, mais je pense que la Convention citoyenne climat, c'est un exemple absolument magnifique de ce qu'aurait pu être une gouvernance polycentrique, où des objectifs sont donnés, hein, moins 30%, moins 40%, je ne me souviens plus, c'était 40, à 2030, c'est ça l'overreaching. Et à partir de ça, on donne un ensemble de recommandations. Dans un certain nombre de cas, c'est des souhaits de réglementation, dans d'autres cas, c'est des incitations à, par exemple, organiser des circuits courts, etc. Bon, on en parlera tout à l'heure. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est pas l'absence de l'État, c'est l'insertion de la réglementation dans un ensemble d'objectifs partagés. Et Ostrom, moi j'aime beaucoup répéter ça, quand on lui disait « Ah bon, alors vous croyez vraiment que c'est avec vos petites communautés que vous allez régler le climat ?» Et elle répondait « Ah bon, parce que vous croyez vraiment que c'est sans mes petites communautés que vous allez régler le climat ?» Voilà, c'est ça la gouvernance polycentrique. Et on est exactement toujours au même problème. Accès, préservation. Et il faut à la fois
préserver l'accès des communautés de base et elles-mêmes, en tant qu'elles sont communs, elles aident à la préservation parce que leur mode d'accès est celui qui garantit la préservation. Voilà, donc je voulais montrer un peu l'unité de la pensée des communs sur ce sujet et m'opposer à l'idée qu'il y aurait une rupture entre le petit commun et que ce qu'on dit pour le petit commun, ça ne vaut pas pour le grand. Absolument pas. Absolument pas. Il y a une série de considérations. Voilà, et je me réjouis que, encore une fois, les préoccupations qui sont celles de Riod commencent à rencontrer celles-là qui sont celles des communs. Voilà, merci. Merci Benjamin, et ton intervention permet quand même de bien poser qu'au-delà des échelles, la question c'est l'ouverture. C'est l'ouverture et la participation des communautés citoyennes. Et Mathieu va nous donner un bel exemple de participation de communautés citoyennes. Bonjour tout le monde. Oui, donc moi je suis issu de la Convention citoyenne pour le climat. Je resitue très rapidement 150 citoyens tirés au sort pour représenter l'ensemble du territoire. Donc ça allait de 16 ans à 85 ans. Toutes les catégories socio-professionnelles étaient représentées, tous les territoires étaient représentés, y compris les territoires ultramarins. Et l'objectif, effectivement, était de réfléchir à des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. On avait un champ d'action assez large, on avait 5 groupes de travail, se déplacer, se nourrir, produire et travailler, se loger, et le dernier, à chaque fois, je l'oublie, c'est une catastrophe. Ouais, à chaque fois, c'est... Bon, bref. Et donc, chaque représentant de ces territoires était représenté dans chacun de ces groupes et on a pu réfléchir ensemble à des solutions. Et effectivement, le plus important et ce qui a été très important dans nos travaux, c'était de prendre en considération tous les éléments, que ce soit pour les gens qui vivent en zone urbaine, périurbaine ou rurale. Et à chaque fois, on avait cette volonté aussi d'inscrire nos actions dans un esprit de justice sociale. Donc on a travaillé autour de ça et à chaque fois, on avait des problématiques qui remontaient de personnes qui ne vivaient pas forcément la situation de la même façon. Quand on parle de mobilité en zone rurale ou en zone périurbaine, on ne parle pas de la même chose. Donc à chaque fois, on prenait en considération toutes ces problématiques pour essayer de trouver des solutions communes et faire en sorte que toutes les populations puissent s'y retrouver. Ça a été un travail par moments assez laborieux. Parce que évidemment on est amené à avoir des contradictions entre les solutions qu'on peut proposer quand on est en zone urbaine ou en zone rurale, que ce soit sur la mobilité mais sur plein d'autres sujets. Moi je faisais partie du groupe lié à la mobilité, donc c'est pour ça que j'en parle plus facilement. Et donc en fait tout ce travail a duré pendant pratiquement 8 mois. Et au départ ça devait durer 4 mois et puis on a très vite compris qu'on n'aurait pas le temps de vraiment faire un travail sérieux en si peu de temps, donc on a poussé pour aller plus loin. Et on a poussé aussi sur d'autres sujets, notamment les questions d'éducation. Des sujets qui initialement n'étaient pas prévus dans le cadre de la Convention climat, mais on s'est dit que c'était indispensable au vu des différentes rencontres qu'on avait pu faire avec énormément d'experts. On s'est dit il faut absolument qu'on aborde ce sujet d'éducation et de pédagogie, mais à tous les niveaux, que ce soit pour les enfants évidemment, mais aussi pour les formations professionnelles, pour les adultes, pour les patrons, et ça, dommage, Grégoire n'est pas là, mais il pourrait vous expliquer aussi toute la démarche qu'il a fait par la suite, puisqu'il a déclenché des conventions d'entreprises climat. Donc maintenant, c'est 150 entreprises qui ont été réunies dans un premier temps, et maintenant, ça se déclenche au niveau régional. Donc dans toutes les régions de France sont en train de se déclencher ces fameuses conventions d'entreprises climat, et qui sont... très importante parce qu'on s'est souvent dit que les industries et le milieu professionnel pouvaient être un frein à la transition. On s'aperçoit que quand on les implique, quand ils saisissent le sujet, ça devient des véritables leviers. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau en ce moment. Il y a évidemment des entreprises qui étaient déjà concernées, mais là, on parle d'entreprises qui, Renault Truck, Caterpillar France, Heineken France, entre autres, on parle d'entreprises qui ont un impact assez fort quand même sur le dérèglement climatique, et voir ces entreprises se saisir du sujet. Et récemment, le patron de Renault Truck annonçait que son objectif allait être de vendre moins de camions neufs. Je pense que c'est pas mal quand même. Donc, voilà l'intérêt aussi de faire de la pédagogie à partir de choses très simples. Ça peut être des fresques du climat. En l'occurrence, les chefs d'entreprise ont été sensibilisés dans un premier temps avec des fresques du climat, puis par la suite avec des interventions de scientifiques.
tout comme nous à la Convention Climat, on a eu la chance d'écouter Valérie Masson-Delmotte, qui a une facilité à simplifier son discours et à le rendre audible auprès de tout le monde. Et ça a été pour tout le monde, hein, les 150 citoyens présents, une véritable claque. Et à partir de là, on a décidé de développer cet axe de pédagogie et de sensibilisation. Donc tous ces travaux nous ont amenés à faire 149 propositions qui ont été remises au président et qui ont été un peu mis de côté, on ne va pas se mentir. Alors, c'est un peu en train d'être utilisé comme un catalogue de ressources quand ça ne va pas. Donc là, on a vu passer une dizaine de propositions qui sont revenues un petit peu sur le tapis. Il n'y a pas très longtemps, Elisabeth Borne, au moment où ça commence à devenir compliqué à la pompe à essence, estimait que finalement le 110 km/h sur autoroute, c'était peut-être pas si mal. Bon, ça y est, on peut remettre de l'essence dans sa voiture. Finalement, on s'en fiche un peu. Donc voilà, on est un peu sur une géométrie variable. Et en l'occurrence, nos propositions sont toujours à disposition et on voit bien que de temps en temps, on s'y réfère pour sortir une mesure ou deux et essayer de se faufiler. Donc il y a une histoire aussi d'acceptation. Voilà. Et l'acceptation, mais on y reviendra plus tard. Merci Mathieu. Judith, la participation citoyenne aussi, vous l'avez observé dans le cadre des procès climatiques? Oui, ça va être très, très complémentaire. D'abord complémentaire avec Benjamin, je vais remercier évidemment Corinne et puis tous les organisateurs de cette belle rencontre. Je suis ravi évidemment d'être ici et ça va être très complémentaire parce que la lecture qu'on peut proposer, je ne l'impose pas, mais c'est celle qui me vient quand j'analyse les procès climatiques. C'est à la fois une gouvernance très marginale, mais une gouvernance ou un gouvernement citoyen marginal ou une pression citoyenne sur un gouvernement d'un grand commun. Et à mon sens, c'est la phase contentieuse, non pacifique de la Convention citoyenne climat, c'est-à-dire si cette participation ne passe pas par une implication organisée, pacifique, non contentieuse, elle passera, et c'est ce qui se passe à mon sens, par des procès à répétition. Je vais essayer de vous montrer très rapidement en quoi il y a une vague de procès qui peut être analysée comme un gouvernement marginal de ce grand commun, et même dans une dernière phase qui est assez récente, comment les juges qui sont très, je dirais, réceptifs à cette participation parce qu'il y a une pression mondiale que je vais essayer de montrer, ont même cartographié en dernier lieu une sorte de communauté bénéficiaire qui serait les générations présentes, mais surtout les générations futures. Alors, premier point, depuis l'accord de Paris et puis 2017 en particulier, on a une vague impressionnante de procès climatiques. En France, on connaît l'affaire du siècle, on connaît moins Grande-Synthe, mais qui a un très grand procès qui risque de déboucher. On en est à la troisième phase sur une condamnation de l'État à une astreinte en millions pour ne pas être suffisamment actif pour lutter contre le dérèglement climatique et ne pas tenir ses objectifs. Et c'est le cas dans beaucoup d'États où ces procès peuvent se tenir. On met à l'écart de très grands pollueurs comme la Chine ou la Russie, où évidemment en ce moment ça ne se passe pas devant les tribunaux exactement, mais on a une très grande vague de procès climatiques qui s'appuie, et c'est ça qui est très intéressant, sur un réseau organisé mondial, citoyen, associatif, voire religieux, puisque depuis les années 1990, du fait de la Convention cadre du climat de l'ONU, on a ces COP que vous connaissez bien, et on est en train de vivre la COP27, donc des cénacles de réunion des personnes qui se connaissent et qui se sont organisées. Donc ça se fonde sur une organisation de la société civile qui s'est construite depuis un certain nombre d'années. Et à défaut de tribunal international qui puisse juger les actions climatiques des États, puisque c'est sur eux, normalement, que pèse le gouvernement de ce grand commun depuis 1992. Le climat, le système ou le régime climatique, aurait dit Bruno Latour, depuis 1992, a été reconnu comme une préoccupation commune de l'humanité, donc au même titre que la biodiversité, avec un renvoi
un agencement de cette préservation aux États. Et ce qui se passe à défaut d'un tribunal pouvant rappeler les États à leurs objectifs, fixés de COP en COP et encore davantage de façon plus claire depuis l'accord de Paris, ces fameux objectifs de 1,5 degré qu'on est en train de perdre de vue. À défaut d'un tribunal international, que se passe-t-il? Il se passe une reterritorialisation du global, encore une fois, c'est l'expression de Bruno Latour. Donc les fameux communautés de base polycentriques, c'est-à-dire l'idée que chaque société civile nationale saisit son juge pour acculer son gouvernement, voire ses entreprises, ces grandes carbon majors, Total pour nous, pour ne pas la citer, mais d'autres, Shell aux Pays-Bas en a fait les frais, avec cette idée que cette communauté de base fait pression sur son gouvernement ou sur sa carbon majors pour qu'elle soit efficace dans sa lutte contre le dérèglement climatique et tienne ses objectifs, objectifs de l'accord de Paris, passés dans les textes nationaux. Donc on a une pression nationale, c'est une sorte d'élaboration du droit bottom-up qui est très particulière. On a une pression nationale sur chacune des juridictions, une participation de la société civile auprès de chacune des juridictions nationales, avec, et c'est ça qui est intéressant, des argumentations qui sont construites à une échelle mondiale, qui circulent en 10 minutes dès qu'une grande décision a été prise devant une juridiction qui condamne l'État, et la première à l'avoir fait, à enjoindre un État de tenir ses engagements, c'est la décision Urgenda en 2019, aux Pays-Bas. Et à partir de cette décision, les arguments ont circulé à une vitesse accélérée. La société civile de chaque pays s'en empare, utilise les mêmes arguments et les juges, et notre Conseil d'État l'a absolument reconnu, les juges se sentent sous une pression mondiale de gouvernements citoyens. Et en conséquence, on a affaire à des reconnaissances de l'inaction climatique des gouvernements. On attend de voir ce que ça donnera pour Total, mais Shell a été également enjointe de tenir des engagements climatiques au même titre qu'un État aux Pays-Bas en 2021. Et il me semble effectivement que cette façon de construire du droit et de la pression, bottom-up, reterritorialisation du global, donc communauté de base, des communautés diffuses qui agissent en faisant pression, et cette pression remonte et se diffuse, est intéressante à noter et pourrait s'assimiler à ce que Benjamin a cartographié. J'en finirai, pour ne pas dépasser mon temps et pour qu'on puisse en discuter aussi, par l'un des aboutissements de cette, je dirais, pression, parce que dans beaucoup de ces procès, il y a une figuration d'une communauté bénéficiaire. Hein. Le climat est décrit, ou le système climatique, le régime climatique est décrit dans la Convention cadre de 1992 comme une préoccupation commune de l'humanité. On sait bien que l'humanité ne s'est pas figurée en justice, que ses intérêts n'ont pas été défendus, que ça n'est pas un consensus. On le voit à la COP27 où, comme d'habitude, mais peut-être plus que d'habitude, il y a un dissensus total entre les pays dits du Nord et les pays du Sud, ceux qui ont la dette historique et qui ont bénéficié des émissions et ceux qui veulent se développer, ou disent, si vous voulez qu'on laisse les fossiles dans la terre, indemnisez-nous pour un développement que nous ne ferons pas, en plus de nous payer pour l'adaptation que nous subissons du fait de vos émissions. Donc ce dissensus total n'a pas abouti évidemment à une représentation d'un intérêt commun de l'humanité, mais qu'est-ce qui est en train d'émerger? Parce que dans ces procès ont été figurées une communauté bénéficiaire très importante et très intéressante. On a mis beaucoup dans les premiers procès, notamment états-uniens, la figure des enfants, la figure des générations présentes et jeunes, et puis même des représentants des générations futures. Et qu'est-ce qui est en train d'arriver en justice et qui a été admis par la Cour constitutionnelle allemande le 24 mars 2021 dans un arrêt absolument révolutionnaire? C'est la figure
du bénéfice du système climatique par les générations présentes mais futures. Cet arrêt de la Cour de Karlsruhe est absolument fondamental parce qu'il fait le lien que Fabienne travaille par exemple, entre le bénéfice de la préservation d'une ressource commune, notre système climatique, là en l'occurrence c'était contre la loi allemande qui était jugée insuffisamment active avant 2030 et reportant les charges de lutte contre le dérèglement climatique après 2030. Que dit la Cour constitutionnelle allemande? Elle dit la chose suivante: la charge du risque est déséquilibrée sur les générations futures. Donc il y a une appréciation dans la communauté bénéficiaire des charges de lutte contre le dérèglement climatique. Cette communauté bénéficiaire, les générations futures, ne doit pas être condamnée à vivre, et c'est son expression, dans une austérité radicale. La préservation, c'est pour elle, et donc le gouvernement allemand doit revoir sa copie parce que il a un devoir de protection de ces générations, de cette communauté bénéficiaire, ce qui est un peu ambigu parce que ceux qui saisissaient la Cour constitutionnelle, c'était beaucoup les générations présentes jeunes, qui figurent les générations futures. On sait que les risques existent déjà et que ça n'est pas que les générations futures, mais ce par quoi je voulais finir, c'est que on a cette figuration d'une génération globale qui a des droits. Elle n'est pas un sujet de droit, mais qui a au moins le bénéfice d'un devoir de protection et pour laquelle on accepte aujourd'hui de revoir les droits fondamentaux qui seraient tous anéantis si le système climatique ne fonctionnait pas. Donc il y a une lecture intergénérationnelle et de la charge et des droits fondamentaux qui est absolument fondamentale, sachant que cette Cour constitutionnelle allemande est un modèle d'interprétation des droits fondamentaux. Donc on a à la fois, à mon sens, des communautés diffuses, une pression mondiale et une organisation polycentrique, et puis désormais la figuration d'une sorte de communauté bénéficiaire qu'on saisit comme les générations futures. On peut en discuter sur son exactitude, mais c'est intéressant de le noter, de voir sur quoi ça a débouché. Merci beaucoup, Judith. Dans cette articulation des échelles qui pointe dans tous vos propos, se pose quand même la question de rapprochement avec des acteurs, notamment l'acteur public. Alors, vous parliez de territoire et l'acteur public territorial, très probablement. C'est aussi là-dessus qu'on aimerait bien vous entendre par rapport à vos travaux sur ce lien avec les partenariats et vers quel type d'acteurs se tourner. C'est des travaux qui ont été initiés et qui sont toujours en cours à la COP des communs, auquel participe Benjamin. Donc, je te donne la parole. Oui, juste un mot pour dire que ce que dit Judith me paraît d'autant plus important que, d'une certaine manière, c'est en train de faire modèle. Alors, ce que j'ai en tête, c'est qu'on commence à avoir les premières actions sur le domaine de la santé et qui s'inspirent énormément de ça. C'est-à-dire que c'est plus la mise en cause des politiques comme telles qui auraient mal géré, etc. C'est la défection du système de santé par rapport à ses obligations les plus élémentaires, c'est-à-dire tenir un service d'urgence, assurer une maternité de proximité, etc. Et on commence à avoir des procès là-dessus. Donc c'est pour dire que ce qu'on a vu sur le climat, d'une certaine manière, est en train de faire école, et en tout cas, on peut que s'en réjouir, parce que on sort de cette espèce de face-à-face stérile entre un État surpuissant et des citoyens totalement dispersés. On commence à avoir des intermédiaires pour assurer la justice, on va dire, et la défense des droits fondamentaux. Bon, ceci dit, j'en viens maintenant à la question posée. Alors, comment dire, ces petites communautés, on le voit, elles ne sont pas du tout impuissantes, mais on le voit aussi, à elles seules, elles peuvent pas y arriver. Et donc, la question des alliances, etc., se pose. Alors, c'est vrai qu'il y a un premier niveau... Il y a un premier niveau qui est comment ces petites communautés doivent maintenir des relations entre elles, doivent se réunir, doivent apprendre les unes des autres, doivent d'une certaine manière copier ce qu'elles apprennent les unes des autres. L'apprentissage est fondamental. Heureusement, grâce à Internet, grâce aux centaines de conférences qui se tiennent en permanence entre commoners, ce travail se fait. Mais ça ne suffit pas.
Donc, il y a la question des relations avec l'État. Alors, ça, c'est une question extrêmement complexe. Et en France, par exemple, elle est extrêmement sensible. Extrêmement sensible. Alors, moi, ce que je peux voir et ce que je comprends, c'est que d'un côté, il faut mettre l'État devant ses responsabilités, hein, par différents moyens. Et il y a deux choses qu'il peut faire, indépendamment des alliances qu'il peut passer avec des communautés de base. Il y a la fonction de l'État facilitateur et il y a la fonction de l'État contributeur. Alors l'État facilitateur, c'est ce qui lui incombe de faire à partir notamment de ses activités de réglementation ou de ses activités de rendre possible des choses. Bon voilà, je vais donner un exemple très simple et que les commoners connaissent bien, la constitution de l'instrument que constituent les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Bon, c'est l'aide à aucun commun en particulier, c'est l'aide bon, mais c'est un instrument juridique dont vont s'emparer beaucoup de commoners pour s'institutionnaliser, nouer des alliances, puisque par définition, les SIC, elles sont elles sont multipartenariales, et elles sont d'intérêt collectif, à la différence des coopératives. On peut très bien imaginer des coopératives de défoliants. Aucun problème, hein, je veux dire, rien ne s'y oppose. Bien. Par contre, des SIC ou des communs de défoliants, ça paraît extrêmement difficile. Bon, voilà. Donc, il y a toute une activité sur laquelle il faut pousser l'État dans ses réglementations. Voilà. Après, il y a l'État qui peut être contributeur. Il peut être contributeur. Alors, c'est pas seulement des ressources financières, hein. Ça peut être aussi, là encore, des ressources intellectuelles. Par exemple, Ostrom, pour prendre que cet exemple, insiste énormément sur le fait qu'il y a une activité satellitaire de géolocalisation, etc., qui est un service public, qui est une agence, qui, pour les commoners qui ont besoin de repérer des nappes d'eau, d'utiliser des nappes d'eau, est essentiel. Donc on peut très bien, je veux dire, il faut pousser l'État dans sa fonction de contributeur de ressources. Alors après, évidemment, la chose que tout le monde a en tête, c'est les partenariats publics communs. Les partenariats privés communs, on connaît, et dans l'ensemble, ça fait des désastres, hein, parce que en gros, hein, la leçon des partenariats privés communs, public-privé, c'est des ressources publiques et des bénéfices privés et une socialisation des pertes par le public. Bon, donc je veux dire, c'est pas en soi un modèle extrêmement attractif. Néanmoins, on peut imaginer des situations, par exemple, dans lesquelles des collectivités rentrent dans des SIC, ils mettent des ressources. Et ce qui est bien des SIC, c'est que ça empêche les collectivités territoriales d'être majoritaires, presque par constitution. Donc voilà, c'est des outils intéressants. Mais ce sur quoi je voudrais insister, je m'excuse d'être un peu négatif, mais ça me paraît extrêmement important, c'est les dangers que font peser des relations insuffisamment pensées entre les communs et les collectivités publiques. Et comment dire, les design principles de Ostrom sont bien connus, hein, c'est-à-dire ce qui permet à un commun d'exister. Mais les dangers, les 8 threats, les 8 dangers qui pèsent sur les communs sont moins connus. Et dans ces 8 dangers, il y en a 3 qui concernent la relation avec l'État. Voilà. Donc, les énoncer, c'est contribuer à déblayer le terrain de ce qu'il ne faut pas faire et donc de ce qu'il faut faire. Alors, je voudrais insister sur ces 3 dangers. Le premier danger, c'est ce qu'elle appelle le blueprint thinking, c'est-à-dire que l'État, par définition, souvent, enfin, par constitution, fonctionne suivant des règles, suivant des protocoles, etc. Et donc, de manière un peu standard. C'est ce qu'elle appelle le blueprint thinking. Pour les économistes, le blueprint, c'est l'ensemble des normes. Bon, cette manière de fonctionner dans une relation avec l'État qui impose des normes corrompt le commun
pour lequel les solutions ne peuvent être que spécifiques, dédiées. Donc se soumettre à des règles, si l'État les impose, qui sont absolument générales, risque largement de détourner le commun de ces activités. Le deuxième danger, d'une certaine manière beaucoup plus grave, c'est la capture et ce que Ostrom appelle d'un mot extrêmement fort, la corruption. Alors, ce n'est pas la corruption parce qu'on vous achète, etc. C'est simplement le fait que lorsque l'État fonctionne par appel d'offres, je vais pas vis-à-vis des communs, hein, l'appel à commun de l'ADEME, hein, j'aime beaucoup les gens de l'ADEME, mais il faut quand même dire les choses comme elles sont, l'appel en commun de l'ADEME, l'appel à la fabrique des territoires de France Tiers-Lieux, etc. Bien, c'est quoi ça? C'est détourner le commun des besoins du territoire pour se soumettre à des normes qui sont celles de l'appel d'offres et à des objectifs qui sont celles de la politique publique. Alors, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais aujourd'hui, où la politique publique est ce qu'elle est, c'est-à-dire pour l'essentiel néolibérale, où le fondateur de France Tiers-Lieux explique dans un rapport rendu public qu'il est temps de porter le fer de lance de la Startup Nation dans les territoires et que sur cette base, on lance des appels d'offres et que des communs y répondent, eh ben, excusez-moi, ça me pose un très sérieux problème. Ça me pose un très sérieux problème et il est intéressant de noter que Ostrom l'a indiqué depuis le début, que c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et enfin, on a aussi des choses. Je ne sais pas s'il y a des gens de Grenoble ici. Moi j'ai beaucoup de sympathie pour la municipalité de Grenoble, etc. Bien, mais bon, dans sa relation avec les communs, elle vient d'édicter un espèce de contrat type pour les commoners qui s'intitule contrat de collaborateur collaborateur occasionnel du service public. C'est ça le partenariat public commun. Franchement, non, il y a des vrais problèmes. Hein. Vous comprenez pourquoi je mets les pieds dans le plat, y compris compte tenu de la sympathie que j'ai pour ce que Grenoble essaye de faire, que ça soit bien clair. Bien. Enfin, troisième point et troisième danger qui est pas nul, qui est lorsque l'État se décharge de ses responsabilités et les transfère sur les communs au prix d'une grande démagogie sans donner du tout les moyens. Alors, on a beaucoup de cas. Par exemple, en Colombie, c'est un cas bien connu. Ce sont des coopératives d'eau qui assurent la distribution de l'eau. Mais l'État s'est déchargé de gérer les nappes phréatiques et d'assurer la distribution dans les grandes réserves d'eau. Et donc, du coup, la distribution de l'eau par les communs, elle subit un certain nombre de problèmes. Donc, et on a eu ça de la part de Cameron, par exemple, qui a voulu, supprimer d'une certaine manière le service public de l'école et dire ça revient au commun. Ah bah oui, ça revient au commun. Et quand vous êtes dans le 16e arrondissement et quand vous êtes à Aubervilliers, vous allez faire quoi comme école? C'est quoi l'égalité des citoyens? Bon, voilà. Donc, je vais dire, oui au partenariat public commun, oui à mettre l'État devant ses responsabilités. On retrouve d'ailleurs une partie des thèmes abordés par Judith, mais on est un peu à une croisée des chemins. La France est un des pays, notamment à travers France Tiers-Lieux, est un des pays dans lequel on commence à avoir une politique publique organisée, structurée, pour prendre le contrôle des communs et organiser l'enclosure pour faciliter leur marchandisation. Donc, oui à ces partenariats, bien sûr, mais vraiment, soyons vigilants. Merci Benjamin, parce que le risque que tu soulèves, il peut être quand même renseigné aussi à plusieurs acteurs ici de l'économie sociale et solidaire. Je pense que l'histoire de l'économie sociale et solidaire permet aussi de renseigner ce type de risque. Sur la question de la préservation, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, de la dynamique délibérative des communs, et comment, quand on fait rentrer l'acteur public et des formes de standardisation, qu'elles soient publiques ou privées, ces dynamiques délibératives peuvent être mises à mal. Sur ces risques-là, ou au contraire les opportunités que vous avez eues, Mathieu, sur les territoires, vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors c'est vrai, suite à la Convention climat, il y a énormément d'initiatives qui ont été lancées à échelle locale.
Rapidement comme ça, il y a eu des conventions climat à Rouen, en Occitanie, du côté de Nantes, à Grenoble. Une collègue d'ailleurs a travaillé là-bas. Et une autre ici, pas loin d'ici en tout cas, à Est Ensemble, en Seine-Saint-Denis, une communauté d'agglomération de 450 000 habitants, 40% qui vit en dessous du seuil de pauvreté, et non, pardon, excusez-moi, 40% qui vit dans les quartiers populaires et 20% qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Et ils m'ont demandé de participer, de suivre leurs travaux en tant que garant cette fois-ci. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, pour la bonne et simple raison que c'est la plupart du temps, les quartiers populaires ne sont pas représentés quand on parle de transition. Très rarement, quand on fait une marche pour le climat, quand on regarde un peu autour de soi, on ne voit pas vraiment la classe populaire représentée. Et ça a été très intéressant de voir comment 100 citoyens tirés au sort se sont appropriés ces sujets-là et comment la collectivité a joué le jeu, pour le coup. Ils ont pris des engagements assez forts. Alors évidemment, ils ont évité le sans filtre. C'est bon, une fois, mais pas deux. Mais ça ne les a pas empêchés de reprendre 202 propositions sur 208 propositions faites par les citoyens. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces citoyens se sont projetés sur cette transition dans un premier temps très clairement. Sur les 100 citoyens, on en avait 90-92 qui étaient complètement déconnectés de ces enjeux de transition. Complètement. Et puis, on a fait une fresque du climat. Ils ont pu rencontrer quelques acteurs locaux de la collectivité qui ont, à ce moment-là, posé un petit peu le cadre. Et les citoyens ont eu toute une évolution pendant cette convention. La première réaction, c'était de se dire, moi, à titre personnel, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation et avoir des gestes un peu plus vertueux. Puis ensuite, ils se sont projetés à l'échelle de leur ville. Et ensuite, ils se sont projetés à l'échelle de la communauté d'agglo. Et ensuite, du département et de la région. On ne les arrêtait plus à la fin, ils voulaient interpeller les ministres. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces citoyens qui étaient très éloignés de ces enjeux ont finalement, on est à 95% à peu près de propositions communes avec celles qu'on avait pu proposer pour un territoire équivalent. Donc zone périurbaine, très dense, dans un cadre de justice sociale. Donc nous, moi ça m'a confirmé l'idée qu'on ne s'était pas planté par rapport aux travaux qu'on avait proposés et qu'on avait défendus. Et ça permet aussi de s'apercevoir qu'il faut donner justement le pouvoir aux collectivités locales pour s'approprier des mesures qui seraient descendantes. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des ajustements qui ont été faits par rapport à leur territoire, par rapport aux propositions qu'on avait pu faire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment maintenant ces citoyens sont engagés. C'est-à-dire que là, les travaux sont finis depuis quelques mois maintenant. Certains sont toujours engagés et vont participer à la gestion de la régie de l'eau du territoire. Ils sont en train de travailler sur la création d'une cité du climat, qui sera justement un point d'ancrage de toutes les initiatives d'entreprises, les initiatives locales, associatives, et ça sera un lieu aussi de pédagogie pour les différentes écoles, qui va concerner les 9 villes du territoire. Et donc, voir comment des citoyens qui sont au départ très éloignés de ces enjeux de transition, mais aussi des enjeux démocratiques. La plupart ne savaient pas spécialement à quoi pouvait servir une communauté d'agglo, ne savaient pas que c'était le maire de Montreuil, en l'occurrence, qui était le président. Ils ont découvert un petit peu les rouages. Ils se sont aperçus que, oui, dans une ville, la voirie n'est pas gérée uniquement par la ville, que des routes départementales, il faut interpeller le département, que quand on parle de transport en commun, il faut aller chercher la région. Et donc, ils se sont aperçus un petit peu de toutes ces enjeux-là, et ils se sont aussi aperçus de la difficulté que c'est d'être un élu. Parce que très souvent, on a des citoyens qui sont dans le yaka faucon, pourquoi ils font pas ça les élus. Mais quand on doit prendre une décision, assumer une décision et savoir qu'on va faire des gens qui ne vont pas être contents, comment on accompagne cette décision. Et donc ça a été un levier qui a permis justement de finir ces travaux en co-construction avec la collectivité. Et ce qui a été très intéressant, c'est que les agents de la collectivité ont fait des retours pendant les travaux des citoyens pour leur remettre un petit peu, non pas de l'ordre ou les diriger, mais rappeler certains enjeux pour qu'ils puissent ajuster leurs travaux. Et ce qui a permis à la fin de valider 202 ou 203 propositions sur 208, ce qui est quand même assez impressionnant, ce qui évidemment souligne l'engagement de la collectivité et qui plus est en plus de 9 villes, donc 9 élus avec des programmes différents, qui ont réussi à se mettre d'accord, donc déjà à faire consensus sur l'organisation de cette convention et ensuite sur la réalisation des propositions des citoyens. Donc il y a des choses qui sont possibles de ce côté-là.
Après, il y a aussi des initiatives que j'ai pu voir que j'ai refusé d'accompagner simplement parce qu'on n'était que sur des éléments de communication. Pas d'organisation, pas d'équipe d'animation, pas de spécialistes de la participation citoyenne qui pouvaient accompagner le process, pas de tirage au sort, ce qui veut dire que ce ne sont que des gens impliqués dans le milieu associatif ou d'autres milieux, mais qui sont déjà engagés, qui ne représentent pas forcément tout le territoire, qui participent aux travaux. Donc il y a un biais phénoménal, et là, effectivement, on est sur des outils de com. Donc c'est là où il faut faire très attention. Il y a participation citoyenne et participation citoyenne. Moi, je suis persuadé que si on offrait un cadre un peu plus sérieux autour de la participation citoyenne, avec des financements publics qui pourraient permettre justement le développement de cette participation citoyenne dans les meilleures conditions, on pourrait obtenir des résultats assez intéressants, et travailler entre l'échelle nationale et l'échelle locale, ça paraît indispensable. Ça paraît indispensable. Il faut absolument qu'on ait ces remontées là, et on en reviendra un peu plus tard, mais on travaille justement avec d'autres citoyens issus d'autres conventions sur cette mise en commun justement des solutions issues de la participation citoyenne. Merci Mathieu. Il n'y aura pas forcément de plus tard parce que le temps sera, mais au travers des questions, on pourra l'aborder. Judith, même question à partir de tes travaux. Moi, je voudrais peut-être ouvrir une autre porte, parce qu'on a beaucoup discuté des partenariats avec la puissance publique, et il y en a un autre partenariat ou type de partenariat. On peut discuter du fait que ce soit un partenariat, mais qui est, je dirais, incité par certaines réglementations, qui est le partenariat avec des entreprises. Donc Corinne, je me permets de bifurquer un petit peu. J'espère que ça n'est pas hors sujet. Pourquoi ? Parce que, et là, je regarde Katia Mortin-Chenu, par exemple, ma collègue qui travaille aussi sur ces questions, ou Valentina Carbone. Mais on a, depuis 2007, une loi en France qui est en train de faire modèle en Europe, qui est la loi sur le devoir de vigilance. Ça peut paraître un peu éloigné de nos questions, mais elle soumet des très grandes entreprises, donc nos carbon majors, donc Casino, qui, par exemple, se trouve discuter sur son rôle dans la déforestation par ses importations en France. Elle soumet les très, très grandes entreprises, 5000 salariés en France ou 10 000 à l'étranger, à l'élaboration d'un plan de vigilance. Et ce plan de vigilance est censé cartographier, identifier, hiérarchiser les risques que font courir toute l'activité de l'entreprise, mais également toute l'activité de sa chaîne d'influence, ses fournisseurs, ses sous-traitants, ses partenaires un peu établis. À l'étranger, dans des pays où la réglementation est moins regardante, des risques que font courir ces entreprises et leurs zones d'influence sur les droits humains et sur les écosystèmes. Jusque-là, vous me dites quel est le rapport avec nos sujets. En face de ces risques, les entreprises doivent élaborer et mettre en regard des mesures de vigilance raisonnables, donc tout un plan d'alerte, de suivi, de réponse aux risques qu'elles font courir. Et ce qui est intéressant, et c'est là où je rebifurque sur les partenariats possibles, dont je conclurai qu'ils ne sont pas encore à l'œuvre, mais qu'il va falloir un peu les pousser, c'est le fait que normalement, cette cartographie des risques et surtout les procédures, l'élaboration du plan doit se faire en partenariat avec les parties prenantes. Et donc là, on voit un partenariat, à mon sens, tout à fait possible entre des parties prenantes, bien sûr, internes à l'entreprise. On a beaucoup de travaux actuellement de la part des juristes et d'autres sur l'alerte environnementale, salariale et syndicale, la transformation du droit du travail pour aller vers la défense de l'environnement, puisque les droits humains, ils les ont déjà en charge normalement, et la défense des grands écosystèmes. Et puis, surtout, des parties prenantes externes dont la loi ne dit pas qui elles sont, ce qui pose évidemment problème, mais dont on pense que ça pourrait être les territoires, les citoyens environnants, qui ont des répercussions ou pas sur leurs activités et leur vie. Bref, il y a une porte d'entrée pour des partenariats entreprises-citoyens qui est une incitation. C'est un des regrets pour cette loi. Et
avant qu'on en vienne au concret, un petit bilan de ce qui s'est fait depuis 2017. Je disais d'entrée de jeu, c'est intéressant de suivre ce débat d'abord parce que ça change au moins conceptuellement une certaine idée de l'entreprise, cette participation de parties prenantes autres que les détenteurs de parts ou les gérants habituels, mais cette porte de partenariat, cette entrée vers le partenariat avec des parties prenantes est en train de faire tache d'huile puisque en Europe se discute pour des entreprises qui seraient moins grandes, se discute la reprise de ce modèle en ce moment avec de fortes pressions de part et d'autre pour savoir précisément si cette intégration des parties prenantes dans la gestion de ces grands enjeux et notamment sur les écosystèmes restera une incitation, ira vers l'obligation. On a des subtilités en fonction des phases de construction du plan et de suivi du plan. On a des subtilités, des grandes discussions qui ont des répercussions concrètes pour savoir si ça sera des obligations et des incitations comme en France. Donc là se joue quelque chose actuellement de très important sur la pression citoyenne possible sur les entreprises dans je dirais leur participation à la défense des écosystèmes et dans le fait que leur chaîne de valeur entière soit respectueux de l'environnement. Et on a les premiers procès en France, un des premiers procès qui tombe à l'égard de Total, évidemment, et je le disais, de Casino pour la déforestation, puisque Benjamin disait les questionnements se déplacent vers la santé, se déplacent aussi beaucoup vers la biodiversité, la déforestation, etc. Quel est le bilan, je dirais, de cette ouverture depuis 2017 à une discussion intégratrice par l'entreprise de parties prenantes? Pour l'instant, c'est un bilan assez, je dirais, mitigé pour parler gentiment, assez décevant évidemment pour être concret. Seules des entreprises qui avaient déjà volontairement de façon, pour des raisons de communication ou pour des raisons plus profondes, des comités de parties prenantes les ont installés. Pas ou peu d'entreprises ont installé un comité de parties prenantes à la suite de la loi. Ça n'a pas été une réaction unanime d'installer des parties prenantes et ils sont un peu circonspects évidemment sur ce qu'il faut mettre dans le plan de vigilance et on commence, je le disais, à avoir les procès pour voir ce qu'on imposera et tout l'enjeu précisément, ça sera au niveau européen de savoir si l'Union européenne va pousser pour que ces comités de parties prenantes et cette participation soit obligatoire puisqu'on voit que l'incitation, au moins en France, avec peu de recul, puisque je le répète, c'est 2017, au moins en France, n'a pas fonctionné pour que toutes les entreprises sautent le pas, évidemment, avec enthousiasme pour accueillir dans leur gestion, à l'égard de grandes questions quand même, les citoyens. Merci beaucoup, Judith. Giuseppe? Okay, so thank you very much and sorry for my language. I can only speak this horrible language. Also for me. You speak Italian too. Yes. Which is not absolutely That one is not bad. So I want to start from one point because a lot of time we make so hard attempt to make as commons goods that theoretically are not so. At least if we start from the traditional schema taken by Samuelson and Ostrom to use rivalry and excludability as the two elements that are able and capable to distinguish between private goods, public goods, toll goods, and common pool resources. So a lot of time we do all these attempts and we probably miss the point why we are doing that.
I think that the point that underlined Benjamin is exactly the core of the question. For example, when we speak about climate, when we speak about pollution, because we can also reverse the discourse about common evil, common problems, sometimes if you use that schema, we are speaking about probably public pure goods. Or if we speak about, for example, urban commons, are places that are physically excludable. It can be rival or not, but so we are speaking probably about toll goods and private goods. So why we are using commons? And here the point is that when we speak about the dilemmas of access and conservation, we are not speaking about a problem of efficiency and management. We are speaking of something different, even more important. In fact, Corinne, after the first intervention of Benjamin, exactly posed the question as the problem of openness and participation. But these are the problem of democracy. And if we connect this problem of democracy with the other point that arises from the debate, that is the role of the public authority and the role of the citizen, here arrive all the schema that we have. So, yes, we can use the knowledge that come from the management of the commons beyond the management of the commons in order to understand how to make our democracy better one. These can be many, many things. So, first of all, there is a pedagogical level. You learn to do democracy. Democracy is not the solution, it's our problem. And so the experiment that you posed is so crucial, because the democracy arises where you don't expect. All right, 8 months, we finish it. No, we're not finished. So this is the pedagogical structure. After, we have the importance that commons is a keyword that is able to support new claims. And this is so crucial. Just think about what Benjamin wrote during COVID and the pandemic. So here, the concept of commons can help us to support this kind of claims. But here we have another problem. That is the concrete problem. All right, beautiful. But what is the place of this participation? And the question is, that is the participation of communities, of citizens, and now we arrive here to the scale problem, right? But just a moment. Because the first point is, where is the constitutional place and the concrete place of this kind of participation? And this means not only in the political decision. This is another element, very, very relevant. Because, as Judith say, this means, for example, the power of intervention in jurisdiction. This means how we are able to affect the big problem of our democracy, that is the relation between the economy and the politics, that Norberto Bobbio addressed one of the biggest missed point of democracy. And this means also to change the behavior and the knowledge of the public officer, because they always, a lot of time, translate this kind of participation, as Benjamin say, in a sort kind of public service giving. And this means, even before the political decision making, that we have to change all the laws in our different legal framework that are against the commons cooperation. The example of SIC that you made is so important, but we have so many renovation of the law and changing in the law that go exactly at the opposite, not cooperation, but competition. And we know perfectly how the neoliberal theory is so important in this. So when we speak about how commons-based theory can change, this means also all these aspects. And after we arrive to the other one, that is probably the most trouble, the biggest trouble, le droit des citoyens à la gouvernance, the problem of polycentric governance. And here, usually, we can do a mistake. I think that is a theoretical mistake. We have not done here, obviously, but we do when we speak about what does it mean to affect the political decision and the scale problem, no? Because we imagine, but this is sometimes maybe also Ostrom, but also other theoreticians,
that we imagine that polycentric mean, all right, we have an assembly, and after we have a bigger assembly and other a wider, like the concentric circle. Modern democracy doesn't function in that way. If we go from the municipality level, the department, region, state, European Union, and international, is also a matter of competencies, is also a matter of role, of different level of powers. So in this complex system, we should imagine where place a common-based participation of the citizen. And let's be clear on that. We are using tools of deliberative democracy and participatory democracy, because both deliberative democracy and participatory democracy, that are different, but are at the same level in criticize and want to implement and democratize representative democracy. So for this reason, we are using that tools. It's the same framework. So here we have another problem in the decision-making process. All right, we want to democratize democracy. We can imagine, and we should do that, how all this kind of experiment can be placed in concrete points. So we should pass from the idea of reading the bundle of rights and property to a sort kind of bundle of participatory rights. We can imagine to do that. But here we have, first of all, and this means, just explain this better than I explain now, this means that we should imagine how to legitimate this. And here I read another element that's crucial in commons theory. That is the concept of interdependency. Interdependency is the premise of commons. And here the point is that we should imagine a legitimation process based on territorial sovereignty and borders to concepts that are empowered by the idea of interdependency. This means that when one decision of a political authority affects you in a certain manner that is also wider from other people, then there arise right of decision that are different. This is another way to imagine, not from territory, but from interdependency. This is very crucial because when we speak about territorial sovereignty, we speak about the problem of the global commons. All right, Amazonia forest is a matter. I come now from a studio research visit in Amazonia. Is a problem of Brazilian people that voted from Bolsonaro and Lula, or is a problem that is wider? And it affects in the similar way a European citizen or also other citizens that are in other continents that are affected by the climate change even more. So here, if we are able to imagine to the interdependency, we can start imagining another foundation, or at least a double foundation of the participatory rights in our democracy. And last point is the one of, obviously here, the scale problem, that I think that we should connect to another word that's very important, that is reproducibility. A lot of time that we speak about management, there is the problem of reproducibility and there is the risk of blueprinting tools. So I think that here the legal framework is so crucial, because the legal framework has a sort kind of universal idioma and language that can help us to focus on different solutions that go methodologically. So the scale is also a methodological perspective in a different way. Just one example. When you speak about property rights and commons, we'll always speak about right of use as an element that can make the powers of the owner, that can be public or private, less monolithic, right? Okay, perfect. If we imagine a reproduction of the scale that is also methodological, this means use different tools that we have along different countries and nations. And for example, in Italy, as Benjamin said, we use the right of civic use. But for example, on the 5th of December, we will have the World's Commons Week,
made by the International Association for the Study of the Commons. And in the 5th of December, we speak a colleague that is from New Zealand, that we speak about the Maori legal system exactly on the land rights. And we can do that also in Brazil, and I can continue in different ways. So here, the scale, what is? And if we use this kind of scale, we can also make the alliance that Benjamin were speaking about, that is our international transnational alliance, that can help us to imagine that these kind of tools that are of management and are tools that are rethinking the concept not only of private property, but also of the decision-making process are in different level of governance in different countries. Make an alliance with that is important because it's helping also us to imagine that what we are speaking about, obviously, are problems of different single resource, but these single resources are connected. And this is another element of interdependency. Merci beaucoup, Giuseppe. Je pense qu'on va pouvoir vous donner la parole et passer à une session de questions à nos intervenants, à moins que vous vouliez peut-être réagir les uns envers les autres. On va donc passer la parole à la salle. Merci beaucoup pour ces belles présentations. Judith, j'aurais une question pour toi, parce que je me souviens, lors d'une autre présentation à Cerisy, que tu avais beaucoup insisté sur le fait que dans ces procès climatiques, on a une certaine tension entre les jeux et le nous. Ça ne vient pas de toi, tu avais cité un auteur qui parlait déjà de ça. Effectivement, là, on parle d'échelle. Je me demande si dans la représentation juridique de la nature, qu'on a dit qui la représente et tout ça, et cette tension à l'individualisation, le jeu, est-ce que là, on n'a pas un objet, les communs ou un lien d'interdépendance, comme Giuseppe vient de le dire? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait attraper à ce niveau, certes local, certes encastré, fait d'interdépendance? Est-ce que les communs peuvent jouer un rôle dans cette démarche? Alors, merci pour cette question. Alors moi, c'est ce que j'essaie de faire, hein. Mais d'introduire le fait précisément que ce dont on est en train de parler dans ces procès, c'est pas des questions individuelles, c'est vraiment la question des communs mondiaux et du fait que on les attrape par certains instruments juridiques, mais qu'il ne faut pas perdre de vue que ce dont on est en train de parler, c'est notre interdépendance mondiale avec ces grands systèmes, biodiversité, climat, pour ne prendre que ces contentieux. Il est vrai qu'au début de ces procès, les instruments les plus efficaces, c'était de parler chacun de soi, c'est-à-dire je suis une vieille personne suisse, puisque c'est l'un des procès intéressants, je suis un jeune états-unien, je suis un adolescent colombien et je vais être menacé dans mon droit à la vie, à l'alimentation, à l'eau, si jamais mon gouvernement ou ma carbon majors ne baisse pas ses émissions ou n'adapte pas mon territoire. Voilà, donc, mais c'était le moyen le plus simple pour accéder à la justice, être entendu et être légitime à agir en justice. Je pense que les arguments plus collectifs sont en train vraiment d'entrer dans le procès. D'abord parce que dans certaines régions, il y a eu des personnifications des entités naturelles, comme en Colombie, et par ailleurs, je dirais, la Cour constitutionnelle allemande montre qu'elle est en train d'aller, par exemple, dans l'analyse des droits fondamentaux et des questions qui se posent par rapport au grand commun, vers la reconnaissance d'une communauté collective que sont les générations futures, à qui on doit la préservation de ces grands communs. On peut avoir plein d'appréciations de cette figure complètement fantasmée des générations futures qui, en plus, à mon sens, pour avoir beaucoup travaillé sur la question au Conseil constitutionnel qui se demandait ce qu'il allait en faire, par exemple, qui est en plus un peu dépassée parce que ce sont nos générations qui sont en train d'affronter le problème. Voilà, donc le futur, c'est maintenant. Mais cette projection
Et cette reconnaissance d'un devoir envers une communauté future, c'est très nouveau par rapport aux arguments de départ qui étaient beaucoup plus individualistes, parce que, je le répète, ça ouvrait la porte des prétoires. Ne peuvent agir que ceux qui se sentent directement menacés dans leurs droits fondamentaux. C'est facile, entre guillemets, à présenter à un juge. C'est plus facile que de dire je défends un grand commun mondial, parce que là, on ne sait pas qui est légitime à le faire. Au moins en France, il y a des États où c'est plus facile parce qu'on reconnaît par exemple l'intérêt diffus à agir en défense d'un écosystème dans les pays latino-américains, par exemple. Voilà. Donc, on a diverses stratégies, mais je pense qu'on a quand même des évolutions vers cette reconnaissance de communautés diffuses et que ce qu'on est en train de défendre, ce sont des intérêts communs. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour vos présentations. Ma question porte sur le lien entre les communs et la gouvernance des entreprises. Est-ce qu'Ostrom, elle n'a pas permis d'introduire un principe de gouvernance démocratique qui est applicable, au-delà des communs, à toute organisation, administration et publique et entreprise comprises, contrairement à Williamson qui justifie l'autoritarisme des entreprises, la mise en place d'institutions instrumentales? Ostrom s'oppose vraiment directement à elle quand elle reçoit son prix Nobel et elle défend des incitations processuelles pour faire ressortir finalement ce qu'il y a de meilleur chez les humains. Appliqué à l'entreprise, cette réflexion, est-ce que c'est pas donc ce principe démocratique appliqué à l'entreprise, pardon, est-ce que c'est pas faire rentrer les citoyens, les ONG, les parties prenantes au sein de la gouvernance des entreprises? Et comment, et ça sera ma dernière question, comment l'État peut pousser à cette démocratisation? Vous avez évoqué les SKIC, vous avez généralisé le statut SKIC, vous avez évoqué aussi le devoir de vigilance qui, pour le coup, reste encore peu efficient, notamment parce que les sanctions prévues ont été censurées, non pas parce que ça remet en cause la liberté de gestion, mais parce que ça c'était pas assez précis sur qu'est-ce que c'est que pas respecter le devoir de vigilance. Est-ce que les critères démocratiques, ça pourrait pas justement être ça qui fait sens? Voilà. On va prendre peut-être plusieurs questions. Oui, bonjour, merci beaucoup pour tous ces éléments. Par rapport à la question de échelle et gouvernance des communs, je me suis interrogé sur la question parce qu'on des lieux exacts de pollution et de menaces sur les grands communs. Parce qu'on s'aperçoit que finalement, on peut faire une cartographie et là, les derniers outils satellites permettent par exemple d'identifier les lieux d'émissions extrêmement importants de CO2 ou de méthane. Et donc, quand on a une réflexion qui est justement sur les intérêts diffus, est-ce que ça n'écarte pas aussi la question des combats extrêmement localisés sur des lieux d'abus et de destruction? Parce que dans la gestion des petits communs, on a justement une surveillance continue des lieux d'abus, en fait, et qui amène à des confrontations extrêmement violentes et on n'est pas très loin ici, on voit bien l'abus de pouvoir de l'autorité publique sur un commun qui se trouve à Aubervilliers à quelques pas, et donc on a des fronts qui s'ouvrent. Et là, je reviens sur ce point de l'intérêt des communautés. En fait, concrètement, on a des lieux d'abus qui menacent ensuite l'ensemble des équilibres, et est-ce qu'on ne peut pas penser justement à une focalisation sur ces lieux d'abus qui amènerait à des fronts extrêmement précis et qui aurait peut-être un impact plus rapide que des grandes incitations qui sont des... Voilà, c'est... Peut-être on va prendre ces deux questions et puis on prendra une autre série de questions. Oui, je veux bien essayer de répondre à la question sur les entreprises qui a été posée là-haut, en particulier parce que avec un certain nombre de gens, d'ailleurs, dont Judith, Fabienne, Corinne, plusieurs autres, on vient de finir un grand travail de recherche sur le thème entreprendre en commun, donc sur la question de
à quelles conditions de l'entrepreneuriat basé sur les communs est possible, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec la responsabilité sociale des entreprises, hein, entendons-nous bien. Alors, bon, c'est un très gros travail, etc. Bien, ça va sortir progressivement. Bon, la conclusion à laquelle on parvient, c'est que de common-based entrepreneurship, hein, parce que c'est encore plus clair en anglais, hein, c'est-à-dire l'entrepreneuriat basé sur les communs, est absolument possible. Et on peut déjà en repérer une série d'illustrations. En gros, c'est basé sur 3 principes. Voilà, c'est pour répondre un peu à la question qui est posée. Et ensuite, on le voit dans différentes expressions. Les 3 principes, c'est 1, évidemment, la question du droit de propriété. Il est hors de question, bien sûr, ça ne peut pas être basé sur de la propriété exclusive, sur la capitalisation, l'actionnariat, etc. Et ça va même au-delà du principe un homme, une voix, hein, qui est déjà important, hein, dans la coopérative. Ça va au-delà de la question des réserves impartageables, qui sont des tas d'éléments, hein, justement, hein, qui viennent montrer que les structures juridiques sont possibles. Donc voilà, c'est de la propriété partagée et dans lequel le droit d'usage est évidemment extrêmement important. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que, comment dire, c'est des entreprises qui sont tournées, alors je ne veux pas employer des grands mots, mais vers le bien commun, c'est-à-dire d'abord la satisfaction des besoins essentiels et le respect des écosystèmes. Et ça existe, hein, je crois que vous venez d'en parler. Ça ne veut pas dire qu'elles ne font pas un excédent d'exploitation. Bien sûr, elles peuvent faire un excédent d'exploitation, mais il n'est pas distribué en interne, sauf évidemment en cas de besoin pour assurer le bien-être essentiel des travailleurs qui fabriquent le bien commun. Et puis, troisième point, c'est la question de la gouvernance. Alors, la gouvernance, elle ne peut pas être basée sur le principe d'autorité. En même temps, je suis vraiment sensible à ce que dit Giuseppe, la question de la démocratie, elle est absolument fondamentale, mais moi, j'ai envie de dire, en tout cas, c'est là-dessus qu'on a essayé de travailler, bon, voilà, qu'elle est basée sur l'expression de la voix, hein, à l'intérieur de l'entreprise. Au sens de Hirschman, hein, exit, voice and loyalty, donner sa place à la voix de l'ensemble des participants ou des groupes sociaux qui participent à l'entreprise. Et la gouvernance, elle est basée sur l'expression de la voix. Je fais exprès de dire ça, c'est pour montrer que je ne suis pas en train de dire oui, c'est la démocratie, tout le monde. Non, non, c'est pas comme ça. Hein, c'est pas comme ça. Mais à partir de ces 3 principes, de l'entreprise basée sur les communs et au service du commun est possible. Voilà. Je voulais juste dire ça. Après, par rapport au point, je vais aller encore plus vite, je trouve que c'est très intéressant, la remarque sur, oui, il y a des communs globaux, oui, il y a des questions d'échelle, mais vous avez absolument raison, il y a des points critiques. Hein, il y a des points critiques. Vous avez parlé de lieux d'abus, qui sont des points critiques sur lesquels ça s'effectue. Et c'est vrai que là, on a encore plus besoin des communautés de base. Donc la question de Ostrom, le rôle des communautés de base dans la gouvernance polycentrique, j'ai bien dit, dans la gouvernance polycentrique, dans l'overreaching set of law, hein, c'est-à-dire dans un ensemble de réglementations et d'objectifs qui s'imposent à tout le monde, effectivement, c'est un point central. Je suis tout à fait reconnaissant d'ailleurs que vous ayez mis en évidence de manière si claire. Judith ? Oui, moi je veux bien ajouter un point sur cette question parce que en fait, ce qu'on remarque, il faut vraiment suivre les premiers procès en manquement au devoir de vigilance. Le but de la loi, c'était précisément que des grandes entreprises basées en Europe, si maintenant on élargit le but au texte européen dont on discute, c'est précisément le fait que des situations que vous décrivez, par exemple, de délocalisation de populations locales, de fuite de méthane non traitées en situation locale, qui n'étaient pas possibles à invoquer dans ces situations locales parce qu'elles sont moins regardantes que des législations européennes, par exemple, ne puissent pas rester sans
contrôle et sans sanction. Donc on remonte à la multinationale qui est en haut de la zone d'influence où ça se produit, parce que à l'échelle locale, il y a une possibilité de ne pas respecter les droits humains, les écosystèmes, de ne pas régler la fuite, pour le dire encore plus concrètement, ou pour laisser une délocalisation de toute une population sans son consentement se faire. C'est ce qui est en train de se passer actuellement, hein. C'est ça dont on discute actuellement. Donc je dirais cette circulation entre l'échelle locale et l'échelle multinationale, elle a été voulue comme telle parce que la communauté de base à l'échelle locale n'avait pas les moyens dans la législation ou dans les juridictions, ou alors elle a les moyens, mais on a cette année, comme beaucoup des 2-3 dernières années précédentes, les chiffres records de crimes, homicides envers des défenseurs de l'environnement, par exemple, dans certains pays, il faut le savoir. Donc, remonter à une échelle multinationale et parler d'une zone d'influence pour précisément qu'au local, ça ne puisse plus se passer, c'est ça l'articulation. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas... je dirais une loupe sur ce qui se passe à l'échelle locale, mais tous les États ne sont pas aussi regardants sur une législation de protection des travailleurs ou des écosystèmes et sur la protection de lanceurs d'alerte ou de défenseurs de l'environnement. Donc voilà, c'est ça l'articulation, ça n'est pas antinomique. Oui, alors là, nous, justement, on est en train de travailler sur un regroupement d'initiatives citoyennes, mais aussi à destination des collectivités qui veulent s'emparer du sujet. Donc on fait un travail de création de fiches et qu'on met en commun. On travaille aussi à destination des collectifs qui se mobilisent, notamment là par exemple on a un citoyen de la Convention qui fait partie maintenant d'un collectif qui essaye de donner une existence juridique au Rhône. Donc on voit un petit peu comment il travaille, comment il évolue autour de ce projet-là pour pouvoir nous mettre ensuite à disposition l'avancée de ce projet-là. Que ce soit positif ou négatif, qu'on ait aussi une notion des freins qu'il a pu rencontrer, qu'ils ont pu rencontrer avec ce collectif pour faire avancer ce statut-là. Et vraiment, on s'aperçoit de ça, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'initiatives locales, énormément de lanceurs d'alerte au niveau local, mais ça passe sous les radars des médias, et pour ça, on a besoin justement d'une mise en commun de toutes ces initiatives et solutions. Donc nous, on travaille là-dessus maintenant depuis quelques mois avec d'autres citoyens issus de conventions. Le projet s'appelle Civipédia, il est en train d'être lancé. On a l'appui d'énormément d'acteurs, ce qui est assez. On s'aperçoit justement qu'il y a un manque là-dessus et qu'il y a pas mal d'acteurs, que ce soit des entreprises dédiées à la participation citoyenne ou que ce soit même la convention d'entreprise pour le climat qui nous soutient aussi dans la démarche. Et donc, voilà, si on arrive justement à créer ces communs et à faire en sorte que les gens puissent s'emparer des sujets, que ce soit les collectivités, les entreprises ou les collectifs, eh ben on arrive quand même déjà à faire monter en puissance un petit peu toutes ces solutions et à leur donner du poids. Donc il y a tout intérêt à faire ce genre de projet. Concernant oui, il y a aussi quand même une certaine hypocrisie. Quand on voit par exemple la gestion de l'eau potable où on a fait remonter les taux de tolérance pour que l'eau reste potable, on s'aperçoit bien qu'il y a quand même un truc un petit peu particulier. Un exemple encore un peu plus concret, moi j'habite en Seine-et-Marne, donc pour résumer un petit peu violemment, c'est la poubelle du Grand Paris. On récupère plus de 50% des déchets du Grand Paris. Ils se sont aperçus que les deux plus gros points de traitement d'eau sont situés juste à côté de décharges qui accueillent les déchets du Grand Paris, qui contiennent énormément de pyrite. Donc là, on est sur 500 000 personnes à peu près qui potentiellement vont avoir de l'eau qui coule dans leur robinet plus que polluée. Tout ça, ça passe sous silence. Tout ça, c'est... personne n'en parle. Donc il a fallu interpeller la députée qui essaye tant bien que mal de se battre pour se faire entendre, mais clairement, elle est un peu seule au monde. Maintenant, effectivement, si on se dit, ce problème-là, il est peut-être aussi ailleurs, donc on va aller chercher le problème ailleurs et puis on va essayer de réfléchir ensemble à des solutions. Peut-être qu'on a la possibilité de faire remonter les choses et de se faire entendre. Mais effectivement, après, on va se retrouver avec des gens qui vont lancer des alarmes, qui vont sortir... qui vont bouger, qui vont se remuer, mais ça va créer énormément de tensions et on va se retrouver effectivement dans des situations assez conflictuelles. Donc,
va falloir trouver un équilibre entre faire remonter les informations, trouver des solutions et interpeller les acteurs publics, parce que là, oui, ce genre de problématique est en train de se renouveler de plus en plus sur nos territoires, et ça va aller de pire en pire au vu d'énormément de soucis, que ce soit climatique. Ensuite, on peut ajouter l'artificialisation des sols qui déclenche énormément de choses. Les politiques publiques ont un rôle dans cette artificialisation des sols qui continue. Je travaille aussi à échelle locale. Je suis agent dans une petite ville de 10 000 habitants, donc je vois bien entre l'expérience de la Convention citoyenne climat et mon boulot au quotidien que oui, là on est quand même sur... Il y a deux mondes politiques, hein, clairement. Quand on est à échelle locale, on doit porter énormément de problématiques auxquelles on ne peut apporter aucune solution. Donc l'intérêt aussi de la participation citoyenne, c'est d'arriver à faire en sorte que les citoyens comprennent les difficultés des élus locaux pour qu'ils puissent se mettre ensemble et faire un travail de co-construction, mais aussi de co-défense, on va dire, pour faire remonter les problématiques et donner un peu plus de pouvoir aux collectivités locales pour qu'elles puissent enfin s'emparer des sujets et faire en fait leur boulot, quoi. Merci. Giuseppe. I go very quickly. So for the first question, in the 70s, there were a lot of struggle in order to make that workers would be able to participate also in steering committee and other bodies that were of the company. We know that right of participation soon were the first attacked point from neoliberalism, and we know why. So, if we imagine also to an enterprise, in this sense, as a quite interdependent resource, because when Elon Musk by Twitter and 2 days after fire thousands of people and 4 days after realized that he cannot do that because with that fire Twitter doesn't function, he remembered to us that a company is never only of the owner. So in that case, another time, interdependency can help us also to reimagine class struggle. Another point that to your question arises now regarding how we can connect local struggle, claim, and support them globally. I think here is another time the solution of a different way to imagine to the scale and reproducibility using the legal. A concrete example. When you were speaking about, before Judith, this important struggle in order to the compensation, you remind to me the Salvador Allende clause. In the 1973, before the coup d'etat, he and the jurists with him proposed a sort kind of balanced compensation for the expropriation of the copper industries. Exactly says, all right, we will give you the compensation, but we will use and count all the illegal exploitation that you had during the years. So if we are imagining to use the legal, we are also in different centuries, different years, so it's diachronic and synchronic. We can imagine to connect different struggle and to be useful to different struggle. When we go around with Maria Francesca, Anna Sofia, Margherita, that are here, and our other researcher that study urban commons in Naples over, one important issue is try to be useful for communities that are in troubles. And the legal is something that can help you in that scale and reproducibility. And just the last one, yes, the point is crucial, and here we should imagine us with the interdependency a sort of right to intervene in urban compounds, for example. If we are imagining that real estate that are public are going to be sold, all right, maybe people can be involved in the decision. And we have many tools, consultative referendum, other kind of borders. It's always the point to involve this kind of decision in something that is concrete.
Because if we don't do that, it's democracy is beautiful and it's nothing. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'ai plusieurs questions, mais il y a des questions des sujets qui m'interpellent. C'est effectivement la question de l'échelle et de la participation citoyenne. On a beaucoup parlé, effectivement, on parle beaucoup en fait de la question des questions écologiques, qu'elles soient de manière générale environnementale, de la biodiversité ou du changement climatique. Et on a beaucoup parlé des procès en changement climatique, et effectivement, c'est aujourd'hui crucial, et tu le rappelais bien, Judith, que ces procès ne pourraient avoir de poids que s'ils étaient eux-mêmes englobés dans une participation citoyenne avec une dimension d'échelle internationale. Or, Benjamin, tu mets en parallèle le dernier procès qui vient d'être intenté contre l'État pour carence fautive de l'État à l'initiative de collectifs de soignants et de collectifs de personnes malades. Or, on voit bien que le problème est qu'il n'y a ce procès, en tout cas cette prétention, ne s'inscrit pas dans une participation citoyenne bien plus globale, ne s'inscrit pas dans une espèce d'échelle qui permettrait de faire monter en puissance cette problématique-là. Donc, ça pose quoi comme question de mon point de vue? La question de la participation citoyenne est énormément liée à la question de ce que les personnes vivent et la question de l'expérience en personnelle. La question du climat est tout à fait significative dans ce sens-là. Donc, il me semble qu'il y a vraiment un problème, y compris dans la question des urban commons, où, par exemple, à Marseille, il y a énormément de travaux qui se font, énormément d'actions citoyennes concernant l'urbanisme et l'habitat. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un problème concret à partir du vécu des personnes, et ce sont les personnes eux-mêmes qui s'engagent citoyennement par rapport à une problématique qui les concerne. Donc, je pense que cette question-là de cette citoyenneté vis-à-vis de ce qui nous concerne et ce qui nous concerne à l'échelle globale ou ce qui nous concerne à l'échelle locale, effectivement, est une question qui semble importante. Deuxième point, par rapport à ce que vous mettiez en avant, aux compétences, et effectivement ce que tu mettais aussi en avant, Giuseppe, aux compétences et aux répartitions des pouvoirs à différents échelons, du local, on va dire, à l'international, en passant par le pouvoir à l'échelon ne serait-ce qu'en France, aux différents échelons municipaux, compétences maintenant des métropoles, des régions, des départements. Enfin bon, il y a un problème aujourd'hui, vous mettiez le doigt là-dessus, qui est qu'effectivement, il faut que le citoyen se rende compte de cet enchevêtrement des compétences et de la complexité de ces compétences-là. Mais il y a un réel problème, c'est-à-dire que c'est devenu absolument incompréhensible et des chevauchements de pouvoir et de compétences qui empêchent y compris l'action publique. Et donc, il est très compliqué, en tout cas, je ne sais pas si c'est partout dans les différentes métropoles, désormais, la complexité est aussi visible, mais à Marseille, je vous garantis que personne ne comprend plus rien, y compris les élus eux-mêmes. Et vous voulez parler d'un problème qui concerne le trottoir, la rue. Le trottoir, ça va être compétence de la ville. La rue, la circulation dans la rue au niveau communal, ça va être la compétence de la métropole. Les déchets vont... On est dans une situation où finalement, comment on pose la question de la place du citoyen, de la participation citoyenne. Dernier point, si la Convention citoyenne a été remarquable et continue son chemin, malgré le fait qu'il y ait eu des déceptions, si on peut dire, sur le plan gouvernemental, il me semble qu'il y a une Convention citoyenne qui vient d'être mise en place sur la question de la fin de vie. Eh bien, il me semble qu'on n'est vraiment pas dans le même rapport citoyen aujourd'hui. Qui parle aujourd'hui, où ce sujet-là est en train de prendre forme alors que c'est un sujet crucial. Merci Fabienne, je vais prendre la question là-haut et puis je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci pour cet échange. Moi, je retiens en particulier la nécessité de définir, si possible, un cadre légal et de SPAD, sinon pour des objectifs communs pour organiser le travail des commoners dans une approche polycentrique. Et je reviens là-dessus parce que j'ai déjà hier évoqué ma préoccupation pour la montée des mouvements xénophobes et du refus de l'accueil des étrangers. Et je me demande si, dans le cadre qu'on doit défendre au niveau national, international, le principe de non-discrimination doit être plus appuyé encore. Non seulement de non-discrimination qui peut exister dans les principes de service public, mais aller plus loin et parler de non-discrimination d'accès à la participation, non-discrimination dans l'accès au commun, des non-discrimination en fonction de la nationalité, c'est-à-dire aller plus loin justement que les discriminations que peut faire le droit national en discriminant des étrangers. Je fais référence aux travaux, à l'excellent livre sur les communs et la liberté de Catherine Colliot-Hélène, qui part de ces enjeux d'exclusion dans le droit national et
aussi qui peut être posée dans la question des communs. Et je pense que quand on voit la force aujourd'hui d'organisation des mouvements xénophobes et qu'ils arrivent à prendre le pouvoir, je me demande si ce n'est pas aujourd'hui une priorité politique pour ceux qui défendent les communs de défendre aussi cet accès, cette non-discrimination par rapport pour les étrangers, quelle que soit la nationalité. Je vous laisse répondre. Alors, je vais répondre à la première question, en tout cas en partie. Alors, la participation citoyenne. Alors, je reviens sur la convention fin de vie. Il se trouve en plus de ça que moi j'ai accepté de rejoindre le comité de gouvernance de cette convention fin de vie. Moi, ce que j'y vois, et c'est essentiellement l'intérêt justement, c'est le développement de la participation citoyenne. On est en train de soulever de véritables sujets autour de cette participation citoyenne, comme la reconnaissance professionnelle des citoyens impliqués, un statut de citoyen délibérateur qui permettrait aux citoyens de s'engager réellement sans être un employé. C'est parfois compliqué pour un salarié de se libérer des week-ends pour pouvoir travailler sur ces sujets. Il faut qu'il puisse, comme un juré d'assises, être libéré d'office sur ce type de projet. Sur la rémunération aussi de ces citoyens. On ne peut pas demander à ces citoyens de s'engager comme ça de manière bénévole. Il faut qu'il y ait un minimum. Il ne faut pas non plus que ce soit un salaire complet, mais il faut que ça puisse quand même être un défraiement assez intéressant. Et toutes les conditions qui vont autour pour que tous les citoyens puissent être représentés et toutes les catégories puissent être représentées. Donc il y a tout un travail qui est en train d'être fait avec le CESE, qui a pour l'instant, en tout cas, la volonté de développer tout ça. Et cette convention a ce double objectif. Évidemment, traiter du sujet de la fin de vie. Et l'autre objectif, c'est assurer le développement de la participation citoyenne et développer les éléments qui vont permettre de la construire. Moi, ce que j'aimerais, c'est surtout que ce qui se décidera à échelle nationale puisse se décliner à échelle locale et que ces statuts de citoyens délibérateurs puissent être mis aussi à la disposition des collectivités qui s'engagent localement. En gros, oui, voilà. Donc sur la participation citoyenne et le développement, je pense que cette convention fin de vie est assez intéressante. Le sujet, évidemment, est prenant. Et concernant justement le sujet, et là, en gros, le débat qu'on a actuellement au sein du comité de gouvernance, c'est de se dire, OK, les citoyens vont réfléchir sur l'évolution de la loi existante, mais il y a tout un champ qui va sortir de là. Les conditions de travail des soignants vont être évidemment abordées. Ça ne peut pas être autrement. Les déserts médicaux vont être abordés. On a forcé pour qu'il y ait les ultramarins qui soient représentés, puisqu'on sait très bien que d'un territoire à un autre, les soins palliatifs ne sont pas présents partout. Tout court, oui, aussi. Il y a l'aspect spirituel aussi qui rentre en compte. Bref, il y a tellement de sujets qui vont arriver aussi sur la table qu'évidemment, ça ne va pas s'arrêter uniquement au traitement du texte de loi et faire une proposition comme ça. La grosse différence qu'il y a avec cette convention quand même, c'est que évidemment, il n'y a pas de sans filtre cette fois. Ça va être remis au Parlement et ce sont les parlementaires qui vont traiter le sujet. Mais il va y avoir des échanges et des navettes entre l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée et les citoyens pour justement construire ce projet-là et que, un peu comme je l'ai vécu à Est Ensemble, le projet soit suffisamment abouti et travailler en amont avec les parlementaires, chose que nous n'avons pas pu faire, pour qu'on arrive à une espèce de consensus autour de la question et que les citoyens puissent vraiment discuter de leur projet en amont de la prise de décision. Donc, ça peut être un levier assez important pour le développement de la participation citoyenne. Non, juste, moi, ma remarque, c'est pour dire que ce que disait Giuseppe, la démocratie, c'est pas donné, ça s'apprend tous les jours. Hein, bon. Et bon, tous ceux qui sont engagés dans des luttes ou dans des activités citoyennes le vérifient sans arrêt. Hein, bon, voilà. Je pense que c'est valable aussi pour la gouvernance polycentrique. Elle n'est pas donnée, elle est à fabriquer. Alors, ce que tu dis, Fabienne, me convainc de ça encore davantage, si je peux dire, parce que tu pointes le fait, tout à fait justement, hein, que dans le cas j'ai envie de dire, du transfert de la philosophie de l'affaire de tous, du climat vers la santé, tu pointes le fait que c'est encore l'action
de collectifs plutôt professionnels, hein, et en particulier, comment? Oui, bon, oui, non, mais ça change pas grand-chose. C'est-à-dire que ce que je veux dire, enfin le point que je veux faire, c'est que c'est ça la gouvernance polycentrique. J'ai insisté, je crois, dans ma première intervention, pour dire que les collectifs apprennent les uns des autres. Voilà. Et donc, comment dire, il y a deux choses. Premièrement, ils apprennent les uns des autres, ça c'est fondamental. Et donc, il y a un peu des transferts de pratiques, des transferts d'intelligence, des transferts de savoir-faire. Et en plus, ce n'est pas polycentrique pour rien. C'est-à-dire que, oui, bien entendu, des collectifs qui appartiennent à des collectivités locales, à de l'administration, etc., ou à des entités ou à des agences, font partie de la gouvernance polycentrique, bien entendu, au même titre que les citoyens. Voilà, c'est pour dire que, et ça répond en partie, c'est pas du tout une réponse, c'est un commentaire, aussi à ta deuxième remarque, à savoir la rue dépend de la ville, mais les trottoirs de la région. So what, hein, je veux dire, la gouvernance polycentrique, c'est pas que le problème n'existe pas, bien sûr, hein, mais la gouvernance polycentrique, justement, ce qu'elle devrait être capable de faire si elle est bien conduite, c'est de montrer un peu l'absurdité de ces cloisonnements et de trouver les processus qui font que de la décision peut quand même être prise, en dépit du fait que, pour le moment, la répartition, les millefeuilles administratifs, etc., font que c'est bloqué. Voilà. Donc, moi, je retire de ces remarques et de cette discussion encore plus de conviction que ça passe par de la gouvernance polycentrique et qu'il faut arrêter de rêver sur le fait que avec de l'action sur le tas, on va y arriver, quoi. C'est sûr que non. C'est sûr que non. C'est une des composantes de ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Les deux dernières questions, et il faudra conclure. Je crois qu'il y en avait une là et là, hein, je n'ai pas oublié, c'est juste pour ne pas trop perdre de temps dans les déplacements. Allez, on va essayer d'être court. Merci beaucoup pour ces échanges très intéressants. Moi, alors, là, vous avez déjà un peu répondu à la question sur comment on peut prôner la participation citoyenne et la démocratie, parce qu'on voit que c'est un levier de gouvernance que vous avez quasiment tous évoqué. Et c'est vrai que moi, des fois, je m'interroge parce qu'on voit de manière très locale quand on met en place dans les structures associatives, dans certains lieux de participation, on a quand même le plus gros participant, c'est la chaise vide. Donc aussi, il y a la question des leviers de motivation pour faire participer les gens et les citoyens, hors les grandes conventions qui ont été exprimées, mais vraiment dans la vie un peu de tous les jours. Et l'autre question, très rapidement, vous avez évoqué la notion d'accès de préservation, un peu comme vraiment les deux objectifs qu'on doit avoir vis-à-vis de la notion de commun. Souvent, quand on parle de préservation, ce qui arrive derrière, c'est qu'on va préserver par la valorisation. Et d'ailleurs, avec la notion d'identité juridique du Rhône qui vient d'être exprimée, en fait, on fait une valorisation de la nature et du bien commun. Du coup, quand on est dans la valorisation, souvent on est dans la capitalisation. Et du coup, quand on est dans la capitalisation, on rentre dans un des dangers que vous avez exprimés. Donc, moi j'ai une question là-dessus, sur au final, comment on peut préserver peut-être sans capitaliser et sans aussi donner une valeur pécuniaire ou une valeur financière à la préservation. Merci beaucoup. Ça marche là ? Oui. Sur la question des échelles, cette question de, en même temps, l'intérêt de s'institutionnaliser, de se structurer, et en même temps cette difficulté d'être en lien avec l'État et du coup du fait que l'État peut aussi faire du social greenwashing administratif, peut-être qu'on peut le dire comme ça. Donc moi j'avais un peu ce premier paradoxe de dire finalement comment on fait pour être dans cet entre-deux et dans cet interstice. Et la question en parallèle, c'est aussi le lien entre commun et partenariat. On parle de commun, pour moi ça réfère aussi à cette question de l'action collective et de la vie en écosystème complet. On a parlé des parties prenantes et en même temps on évoque des partenariats avec l'État, des partenariats avec les entreprises, comme si on était
des entités fermées qu'on n'ouvrait pas en fait. Et donc la question qui est l'une et l'autre, de dire est-ce que la SIC par exemple c'est le bon outil pour faire ça, et quels sont les éléments qui vont permettre à la fois de diffuser multi-parties prenantes et du diffuser multi-échelle ou multi-niveau. Donc, sur les leviers de la participation citoyenne, comment impliquer les gens, ouais, ça c'est assez problématique à échelle locale. Clairement, c'est pas évident. Sur Reste Ensemble, un des leviers, ça a été d'indemniser en partie les citoyens qui ont été tirés au sort. Voilà, clairement. Très sincèrement, on estime que c'est aux alentours de 40% des participants qui ont été vraiment motivés par cet argument. Mais l'investissement qu'ils ont eu par la suite allait bien au-delà de cette indemnité. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts concernant Reste Ensemble, mais nous concernant, un calcul a été fait. Sur les 9 mois de travaux, on a consacré à peu près 1400, 1500 heures sur la convention. Donc on est à peu près sur un bon temps plein. Donc bien évidemment, au bout d'un moment, quand on est pris au jeu, on s'arrête pas et on continue les travaux. Et la preuve, encore maintenant, 3 ans après, je suis encore là, j'ai été garant là, voilà, bénévolement. Oui, oui. C'est moi, je refuse. Pour moi, c'est un service après-vente en fait qu'on fait. C'est un devoir citoyen en fait. Hein. Cette notion de service public, mais en tout cas, moi, c'est la base et c'est quelque chose qui m'interpelle. Et je m'aperçois que les autres collègues de la Convention, puisqu'on est encore régulièrement en contact, hein, interviennent toujours, que ce soit dans les tiers-lieux, puisqu'on a organisé la tournée des tiers-lieux, l'objectif étant justement de faire redescendre nos propositions sur les territoires. On organise donc la Convention d'entreprise pour le climat, Civipédia, on a des garants à la Convention de Grenoble. Enfin, voilà, à échelle locale, on continue de travailler là-dessus. Donc, voilà, le tout, c'est effectivement de réussir à donner l'appétit aux gens. La catégorie la plus compliquée à attraper au vol, c'est les non-diplômés. C'est un constat qui a été fait pendant le grand débat où ils sont aperçus effectivement que c'était la catégorie socio-professionnelle qui ne se déplaçait pas, partant du principe qu'ils ne pouvaient pas apporter quelque chose. Et moi, c'est aussi une des raisons pour laquelle je continue de participer à ce genre d'événements. Je rentre dans cette catégorie des gens non diplômés. Et quand je parlais aux citoyens d'Est Ensemble, je leur rappelais ma condition, d'où je venais, pour leur dire, mais vous voyez, je suis avec vous là, mais en vrai, je suis vraiment comme vous. J'ai pas de diplôme. Et je suis arrivé à la Convention nationale en me disant, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter. Et au final, justement, non, en fait, c'est ultra important d'avoir des gens non diplômés, parce que je pense qu'il n'y a pas un ouvrier non qualifié à 6h du matin qui est représenté à l'Assemblée nationale, qui est représenté même dans les instances locales, et qu'il n'y a que lui qui peut apporter son expérience et son retour d'expérience pour faire avancer les gens qu'il peut représenter. Donc voilà, malheureusement, c'est les leviers, c'est ça, c'est par des témoignages, c'est par des financements, par une reconnaissance professionnelle aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on participe à ce genre de travaux, oui, on a une évolution, on valorise aussi certains acquis, et il faut que ça puisse être reconnu pour que justement ces citoyens avancent là-dessus. Nous, on a obtenu des open badges sur la Convention citoyenne, c'est un truc pour lequel je me suis battu. Parce que j'estimais que c'était important pour les jeunes, en l'occurrence, parce qu'on avait des jeunes de 16 ans et les jeunes étudiants qui sont en recherche de stage, de valoriser cet engagement, ce qu'ils ont pu faire. Et je sais que dans le tas, certains ont obtenu des stages qui les intéressaient. Ils n'ont pas subi, en fait. Ils ont choisi leur stage parce que, justement, ils avaient cet apport qualitatif de leurs travaux à la Convention. Donc, voilà. Mais c'est effectivement assez compliqué. Ensuite, il faut que ce soit correctement organisé. Quand on fait des réunions de quartier autour d'un café pour savoir si on veut des lampadaires plutôt rouges ou bleus, oui, moi je peux comprendre que les citoyens n'aient pas envie de se mobiliser. Par contre, quand on leur dit la mobilité, vous en avez marre de vous agglutiner, de faire la sardine dans le train, est-ce que vous voulez qu'on réfléchisse ensemble à trouver des solutions? Là, forcément, ouais, ça les interpelle un peu plus. Donc il y a aussi le sujet qui va interpeller. Je voulais juste revenir sur le point accès, préservation, enrichissement, parce qu'on a commencé par ça. C'est peut-être pas mal de finir par ça. Alors, le point que je voulais indiquer, c'est que je persiste et signe. Je pense que le cœur de la question,
qui nous est posée, et c'est pour ça que les communs, c'est si important, c'est bien la question comment on concilie accès, donc droit d'usage, si je peux dire, et préservation, y compris, donc le cas échéant, enrichissement, bien sûr, y compris, bien sûr, pour les générations futures. C'est vraiment le cœur de la question qui nous est posée, et c'est pour ça que les communs, c'est si important, parce que ça naît là-dessus. Donc j'ai presque envie de dire, c'est fait pour ça. Les communs, c'est fait pour traiter des questions qui nous sont posées aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard qu'on est en plein common washing partout. Bon, alors, juste par rapport au point que vous soulevez, ce qu'il faut surtout éviter, c'est que valorisation, ça soit la valorisation capitaliste. Il faut surtout éviter ça. C'est le danger principal. Et c'est plus que possible. En fait, je vais vous donner 2 exemples. Et puis, je vais m'arrêter là. Le premier exemple, c'est Wikipédia. Wikipédia, c'est un grand commun d'accès à de la connaissance, etc. La mission de Wikipédia, c'est pas seulement l'accès, mais c'est aussi l'enrichissement. Hein, c'est de faire en sorte que ça soit de plus en plus précis, de plus en plus juste, et que ça traite de plus en plus de questions. Et bien pour ça, c'est organisé. Il y a des gardiens, il y a des contributeurs, etc. Et ça n'a rien à voir avec la capitalisation, heureusement. Et comment dire, les grandes entreprises capitalistes de l'encyclopédie, l'Encyclopædia Universalis, etc., et l'Encyclopædia Britannica, ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts devant la puissance du commun, c'est-à-dire devant la puissance de la participation citoyenne des simples individus et des experts qui permettent d'enrichir Wikipédia. C'est pour dire, voilà, que comment dire, l'enrichissement, c'est pas la capitalisation. Et deuxième point, et je finis là-dessus, la forêt. La forêt. Bon. La grande question, là, je me suis réjoui de voir Lula à la COP 27, vous remettant la question de l'Amazonie au cœur des choses, décidant de faire un ministère de la participation indigène, parce que qu'est-ce que nous savons de l'expérience des forêts? C'est que ce sont les peuples qui vivent dans la forêt qui sont capables, justement, à la fois de vivre de la forêt, c'est des peuples de la forêt, et de l'entretenir, et que précisément la voie alternative qui est opposée, à savoir délivrer des crédits carbone à partir de plantations, faire un marché de crédits carbone, etc., c'est ce qui tue la forêt, c'est ce qui tue la biodiversité. Donc voilà, c'est pour juste 2 exemples pour dire que la valorisation non seulement n'est pas contradictoire avec la participation citoyenne, avec la participation des peuples qui vivent de la forêt, mais et sa condition. Et de nouveau, je répète, voilà pourquoi, en tout cas c'est ma conclusion, bien sûr, vous vous en doutez, voilà pourquoi les communs, c'est pas pour jouer. Hein. Les communs, c'est la réponse aux grandes questions qui nous sont posées. Merci Benjamin. Le mot de la fin pour Judith et Giuseppe. Le mot. Merci. Bonne journée de débat. Non, là, ça a commencé très fort. J'espère que ça se poursuivra. Mais... Regarding commons washing, an antidote can be to imagine concrete space of governance. To do that, we have to imagine different category, emerging commons and necessary commons of 2 of that. There is an article that I will share around that. So if we want quickly as an answer, but you point another element that's crucial, that when we speak about citizen association, very cool, very beautiful, but the behavior competition is inside also to all of us. So one of the common knowledge that we have to take is exactly how to close these borders, because these borders are the borders of a cluster marketing society in which we are inside and which neoliberalism is perfectly fits. So here comes the last point, that when we speak about valorization, a lot of time there is an j'accuse against commons. All right, you do unfair competition, because when you use commons, maybe urban, maybe or you listen to the citizen, this citizen and not other citizen, you are doing something that is unbalanced. We should, I think, answer to this just reminding that when we speak about equality, constitutional, this means not to
that we are equal. Equal is a work in democracy and not in liberal perspective. Our number 3 article of our Italian constitution, but you have other. And so here the last point is the competence. That's very, very crucial, and you pose a very difficult question because it's the problem also of populism. That is not a bad word, but it's a big issue. So just to answer that, we can start saying that the neoliberal hegemony founded to the idea that competence is only an answer on technique. We have other answer of technique. So even in the experiment that you make, the solution is not only to listen, as Habermas suggests, the technician, but to have different kind of technician, because the technique is politic, and a lot of time we miss that point. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut tous vous applaudir pour la richesse de vos interventions.